De nos jours, une question est devenue absolument centrale. Qui contrôle ce qu'on voit, ce qu'on entend? Bref, qui contrôle les communications? C'est un enjeu stratégique immense. Ça touche à tout. Notre culture, notre économie et même le fonctionnement de notre démocratie. C'est vraiment devenu le nerf de la guerre. Alors, la question est posée. Qui devrait tenir les rênes? Pour cette analyse, on va décortiquer un document qui propose une réponse, disons, très claire, mais sous un angle bien particulier. Celui d'un Québec qui deviendrait indépendant. Allez, on plonge ensemble dans les détails de ce plan. Bon, commençons par le commencement. Pourquoi est-ce que c'est si important tout ça? Eh bien, le document qu'on analyse ne voit pas le contrôle des communications comme un simple dossier politique. Non, pour ses auteurs, c'est une question fondamentale qui a des impacts très directs sur notre vie de tous les jours. En gros, le document découpe ça en 4 grands enjeux. D'abord, un enjeu démocratique. Qui décide de l'info qui circule? Ensuite, un enjeu culturel. Comment on fait pour que nos artistes et nos créateurs ne se fassent pas complètement noyer dans l'océan de contenu mondial? Il y a bien sûr l'enjeu économique, parce que tout passe par là maintenant, du petit commerce en ligne aux plus grosses entreprises. Et enfin, un enjeu systémique, celui de l'intelligence artificielle, qui est en train de tout bouleverser. Et le point crucial soulevé par la source, c'est que la vaste majorité de ces pouvoirs, ils sont gérés depuis Ottawa. D'accord, mais comment on en est arrivé là? Le document retrace une série de décisions historiques qui, selon lui, ont peu à peu, mais sûrement, centralisé tout ce pouvoir à Ottawa, souvent au détriment du Québec. Alors remontons un peu le temps pour voir comment tout ça s'est mis en place. Tout ça, c'est en fait une longue histoire de bataille juridique. Ça commence en 1929. Le Québec adopte sa propre loi sur la radio. Mais à peine 2 ans plus tard, le Conseil privé de Londres, qui était le plus haut tribunal à l'époque, annule tout ça. Il juge que la radio, c'est une compétence fédérale. Point. Plus tard, dans les années 70, même scénario pour la câble-distribution. La Cour suprême du Canada tranche encore en faveur d'Ottawa, ce qui mène directement à la création du fameux CRTC. Et en 1994, on remet ça avec les télécommunications. C'est cette suite de jugements qui, d'après le document, a vraiment cimenté le contrôle fédéral dans ce domaine. Alors, face à ce constat, que propose le document? Eh bien, une solution, disons, assez radicale. Il s'agit d'un plan très détaillé pour rapatrier au Québec absolument tous les pouvoirs, tous les budgets et toutes les institutions fédérales qui touchent à la culture et aux communications. Et pour bien saisir l'ampleur du projet, il faut regarder les chiffres. Le document a fait le calcul, on parle de près de 6 milliards de dollars de dépenses par année, juste pour le portefeuille de Patrimoine Canada. C'est cette somme colossale qui inclut des géants comme Radio-Canada ou le CRTC qui seraient au cœur de ce rapatriement financier. Bon, concrètement, ça donnerait quoi? Premièrement, le CRTC, le grand régulateur fédéral, serait tout simplement remplacé par une nouvelle entité québécoise, le CQRTN. Ce conseil québécois aurait des pouvoirs assez similaires, mais son mandat, lui, serait entièrement tourné vers les priorités et la réalité du Québec. Et pour la télé publique, alors? Le plan est audacieux. On fusionnerait les services en français de Radio-Canada avec Télé-Québec. L'idée, c'est de créer un seul et unique grand radiodiffuseur public. Une sorte de nouvelle Télé-Québec, qui aurait un budget consolidé d'à peu près 1 milliard de dollars. L'objectif, avoir une plus grande force de frappe culturelle. Le grand ménage continuerait aussi du côté du soutien au cinéma et aux médias. Les activités montréalaises de l'Office national du film, l'ONF, deviendraient une nouvelle entité, l'ONMA. Et pour Téléfilm Canada, ces fonctions seraient absorbées par la SODEC, qui est l'agence provinciale qui existe déjà. L'idée derrière tout ça, c'est de simplifier les choses, de tout ramener sous un même toit pour être plus efficace. Ok, mais ce plan, il ne s'attarde pas seulement sur les vieilles structures et sur le passé. Non, une grosse partie est tournée vers l'avenir, et plus précisément vers les immenses défis de notre ère numérique et bien sûr de l'intelligence artificielle. Et il y a urgence d'agir, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Imaginez, en seulement 2 ans, de 2018 à 2020, les dépenses des Québécois pour la culture en ligne ont carrément doublé. On est passé d'environ 500 millions à plus d'1 milliard de dollars. Et cet argent, il faut savoir qu'il sort en très grande partie de nos circuits culturels locaux. Alors, pour faire face à ça, le document propose une grande loi sur le numérique. Les objectifs sont plutôt clairs. D'abord, s'assurer qu'on puisse facilement trouver du contenu d'ici en français. Ensuite, nous redonner le contrôle sur nos données personnelles. Appliquer un principe simple, ce qui est illégal dans la vraie vie doit l'être aussi en ligne. Faire payer les géants du web, les GAFAM. Et enfin, garantir que tout le monde ait accès à un Internet de qualité et abordable, peu importe où l'on vit au Québec. Et voici un exemple qui va tout de suite parler à beaucoup de monde. C'est un test qui a été fait avec ChatGPT. L'outil affirme que Michel Louvain a repris Beau Dommage, ce qui est faux, et que Félix Leclerc ne l'a pas fait, ce qui est faux aussi.
Ce n'est pas juste une petite erreur. Selon le document, ça montre un problème de fond. Le logiciel se trompe parce qu'il n'a pas été assez nourri avec des données sur la culture québécoise. Ça crée un biais culturel. La solution proposée est donc de construire notre propre écosystème d'IA, et ça en 3 grandes étapes. Premièrement, créer notre propre modèle de langage, un LLM comme on dit, mais entraîné massivement sur un corpus de texte québécois. Deuxièmement, bâtir notre propre infrastructure de serveurs et de calcul pour ne pas toujours dépendre des autres. Et troisièmement, investir de façon ciblée pour garder nos talents et nos entreprises en intelligence artificielle ici, chez nous. Bon, on arrive vers la fin, finalement. Quel est le but de toute cette manœuvre, de ce grand plan de rapatriement culturel et numérique? D'après la source, l'indépendance serait en fait l'outil politique qui permettrait d'atteindre toute une série d'objectifs très concrets. Pour résumer la pensée du document, l'indépendance permettrait au Québec de se donner ses propres outils pour réguler son espace médiatique, pour solidifier son offre culturelle en français, et surtout pour imposer ses propres règles du jeu aux géants du numérique, notamment en matière de taxes. Ça permettrait aussi de s'asseoir à la table des grands forums internationaux comme l'OCDE et de parler d'une seule voix pour mieux faire rayonner sa culture. C'est vraiment la vision d'ensemble qui relie toutes les propositions qu'on a vues. Et on se quitte sur une question qui, au fond, dépasse largement le cas du Québec. À l'ère numérique, où tout est globalisé, est-ce qu'une culture, peu importe laquelle, peut vraiment rester souveraine, préserver son identité, sa vitalité? C'est l'un des plus grands défis de notre époque. Le plan qu'on vient d'explorer est une tentative de réponse, mais le débat, lui, est loin, très loin d'être terminé.